Aujourd'hui, à Rencontre, le grand romancier français Michel Tournier. Michel Tournier a redonné naissance au roman mythologique, visage moderne de la légende antique. Les ouvrages de Tournier, même ceux qu'il a écrits pour les enfants, sont en fait des récits philosophiques. Il en discute avec Marcel Brisebois dans sa maison à la campagne, près de Paris. Michel Tournier, vous êtes philosophe de formation, mais vous avez plutôt choisi de vous exprimer sous la forme du roman. Pourquoi? Pour une raison tout bêtement matérielle, c'est que quand j'ai voulu enseigner la philosophie, j'ai échoué aux examens. Je me suis présenté à l'agrégation de philosophie en 1950, et vous savez qu'en France, sans agrégation, on ne peut rien faire. Et j'ai échoué. Et j'ai échoué assez vilainement. J'étais, comme on dit, sûr de moi et dominateur. Je me considérais comme quelqu'un d'extraordinaire. J'étais dernier au concours. Alors je suis parti furieux. J'ai claqué la porte derrière moi. Et j'ai vécu d'expédients à la radio, puis plus tard à la télévision, puis j'ai fait beaucoup de traductions, et tout en gardant par devers moi mon arsenal de philosophe, avec l'idée bien arrêtée de m'en servir d'une façon ou d'une autre. Et j'ai fini par écrire des romans qui cherchent à être apparemment aussi romanesques et aussi traditionnels que possible, avec de l'aventure, des meurtres, de l'adultère, de l'argent, des voyages, et en fait, caché dessous, sous la table, tout mon arsenal de philosophe. Et je mesure la réussite de mon projet à l'absence apparente de la philosophie et à sa présence constante. Alors comment se fait justement dans votre œuvre le passage de la métaphysique au récit, de l'aventure, de l'anecdote à l'esthétique? Bon, je vais vous donner un exemple un petit peu détaillé parce que je crois qu'il faut entrer dans les détails. Dans mon recueil Le Coq de Bruyère, il y a une histoire qui s'appelle Le Nain Rouge. C'est l'histoire d'un nain. Alors voilà l'origine. D'abord, il y a une page de Hegel, puis reprise par Marx et Engels, extrêmement importante, sur le rapport entre la quantité et la qualité. Ils disent à peu près ceci: dans la nature, vous avez quelquefois des changements quantitatifs insensibles et brusquement une révolution qualitative. Par exemple, prenez de l'eau, vous la faites refroidir, elle fait par exemple 10 degrés, bon, elle fait 9, 8, 7, 6 degrés. Différence purement quantitative qui qualitativement se traduisent par presque rien. Vous arrivez à 0. Vous descendez au-dessous de 0, ça continue. En fait, vous avez une révolution qualitative qui fait que votre eau devient de la glace. Au lieu d'avoir un liquide, vous avez un solide. Et si vous êtes naïf, vous pouvez vous demander si c'est encore le même corps, si c'est la même substance, tellement le changement est bouleversant. Bon, j'avais ça en tête, ça fait partie de ce qu'il y a sous la table. Là-dessus, je lis le livre de Sartre, Les mots. Vous savez que Sartre était très petit. Et dans Les mots, il dit « cette petite taille qui ne fait tout de même pas de moi un nain ». Alors, immédiatement, il y a un clignotant qui s'est allumé. Je me dis, mais c'est passionnant ça. Il y a donc une taille qui fait un nain et une taille qui ne fait pas un nain. La taille en dessous. Et il doit y avoir une différence infime. Quelle est cette différence? C'est exactement l'eau qui devient de la glace. Alors j'ai imaginé, non pas un petit nain, on dit toujours les petits nains. Alors il y a ça, bon, si vous voulez, c'est la structure théorique. Mais ensuite, je vais au charbon et j'interroge les gens. Et j'ai parlé avec des nains. Et il y a un nain qui m'a dit « Oh, c'est terrible, on dit toujours les petits nains, comme si ça ne suffisait pas d'être un nain, il fallait être en plus un petit nain. » Encore rapetissé, oui. Alors je vais dire, rassurez-vous, moi j'écris l'histoire d'un grand nain. C'est-à-dire d'un nain qui est si grand qu'il lui suffit de mettre des chaussures avec des semelles énormes, disons de 10 cm, pour qu'il cesse d'être un nain. Et il devient un homme petit. Alors donc, vous avez une différence quantitative de quelques centimètres qui entraîne un bouleversement qualitatif, car il y a une qualité considérable, une différence de qualité considérable
entre l'homme petit et le nain. Alors, mon héros est donc un nain, mais il passe pour un homme petit grâce à ses chaussures. Il est très malheureux, on se moque de lui, il n'a aucune autorité, et bien entendu, il n'a aucun succès auprès des femmes. Jusqu'au jour où, par hasard, il est amené à sortir sans ses chaussures, à haut talon. Il met des mocassins sans semelle. Il a peur, il se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver, n'est-ce pas? Alors je vais devenir ridicule, monstrueux. Oui, monstrueux, mais pas ridicule. Car le nain est monstrueux, il n'est pas ridicule. L'homme petit n'est pas monstrueux, il est ridicule. Et il sort, il s'aperçoit qu'on le respecte. Pour la première fois de sa vie, on le respecte. On a peur de lui. Parce qu'il est un être sacré. Il a franchi le parvis du temple. Il est devenu un monstre sacré. Et ce jour-là, pour la première fois de sa vie, il séduit une femme. Une femme qui ne se serait pas donnée à un homme ridiculement petit. Mais un nain, c'est autre chose. Et il prend conscience de sa force, de sa puissance. Il prend conscience qu'il est un surhomme. Et il fait une carrière éblouissante dans un cirque, etc., etc., etc. Alors, si vous voulez, vous avez là une histoire qui est comparable à des histoires de nains qu'on a déjà racontées, mais dessous, n'est-ce pas, vous avez la structure philosophique qui n'est jamais exprimée, loin de là. Mais alors, que le lecteur, lui, doit être capable de trouver s'il est attentif. Non, non, je ne veux pas. Il suffit qu'il lise l'histoire et qu'il l'aime. C'est tout ce que je lui demande. Vous avez le modèle du genre. Le modèle du genre est unique dans l'œuvre de l'auteur en question. Il s'agit encore de Sartre. Eh bien, Sartre n'a écrit qu'un roman de ce genre, c'est La Nausée. La Nausée est un roman strictement métaphysique qui implique toute la philosophie de Heidegger par en dessous, mais jamais il en est question, jamais il ne le laisse voir. Vous comprenez? Ça, c'est capital. Alors que dans mon roman Vendredi ou les lames du Pacifique, hélas, la philosophie perce partout. Et là, c'est en ce sens que c'est un échec. C'est pourquoi je l'ai réécrit mieux, et ça s'appelle Vendredi ou la vie sauvage, qui est la véritable forme de ce livre Vendredi. À l'intention des enfants. Non. Je l'ai réécrit mieux. Alors, mon idée à propos des enfants est très simple. J'écris de mon mieux. Si j'ai un talent fou, si j'ai du génie, si je suis en pleine forme, j'écris si bien du premier coup que les enfants peuvent me lire. Aussi. Et je m'approche de mes modèles, qui s'appellent La Fontaine, qui s'appellent Charles Perrault, qui s'appellent Andersen, qui s'appelle Saint-Exupéry quand il écrit Le Petit Prince. Lewis Carroll un peu, non? Oui, pas quand il écrit La Citadelle, Saint-Exupéry. Ou bien, je suis dans un état médiocre et j'écris un livre qui est tout juste bon pour les adultes. À ce moment-là, j'ai une alternative. Ou bien je recommence, et ça donne Vendredi ou la vie sauvage, ou Les Rois Mages racontés par Michel Tournier, et on dit il a écrit une version pour les enfants. C'est pas vrai, c'est une version meilleure. Ou alors j'abandonne, je ne recommence pas, et ça reste un livre pour les adultes, comme Les Météores ou Le Roi des Eaux. Oui. Mais vous faites souvent appel à des mythes dans vos romans, n'est-ce pas? Il y a le mythe des Rois Mages, par exemple, n'est-ce pas? Vous avez évoqué tout à l'heure les Rois Mages. Vous faites appel à ces mythes-là. Pourquoi vous faites appel à des mythes? C'est ma façon de travailler. D'abord, j'ai besoin de grands sujets. Voilà. Je ne peux pas travailler sur des petits sujets. Or, les mythes, les grands sujets sont presque toujours incarnés par des mythes. Par exemple, le christianisme. J'ai voulu faire le roman du christianisme, Gaspard, Melchior et Balthazar. Alors j'ai pris les rois mages, qui sont des personnages que tout le monde connaît, tout au moins dans la sphère du christianisme. Ils sont des personnages fabuleux, extraordinairement attirants, qui ont donné une tradition extraordinaire dans la peinture. Dans la peinture, oui. Alors que dans la littérature, il y a très peu de choses sur les rois mages. Donc, si vous voulez, j'ai besoin d'un grand sujet, et pour faire entrer un grand sujet dans le romanesque, il n'y a rien de tel qu'un mythe. Par exemple, le roi des Aunes, c'est la guerre, c'est le mythe de la guerre, de l'ogre mangeur d'enfants. Vous savez qu'on a souvent appelé les grands chefs de guerre des ogres. On disait l'ogre corse de Napoléon. Hitler était un mangeur d'enfants, il se faisait offrir tous les ans, le 19 décembre, la veille de son anniversaire, 1 million de jeunes Allemands. La jeunesse allemande. Qui entraient dans la jeunesse hitlérienne à l'âge de 10 ans. Donc, si vous voulez, un grand sujet, et je veux que ce grand sujet ne reste pas abstrait, qu'il entre vraiment dans la conscience des gens. Et dans la conscience des gens, vous avez des personnages mythologiques, pas tous,
vous avez une mythologie qui est morte, mythologie gréco-latine ou indienne. Vous avez une mythologie qui est lointaine. Non, non, non. Je veux des mythes d'aujourd'hui, du monde occidental. Les rois mages, c'est aujourd'hui, c'est Robinson Crusoe, c'est notre mythe, etc. Vous avez écrit quelque part, je pense que c'est dans Vendredi d'ailleurs, vous avez écrit que le mythe permet à votre désir, permet au désir de prendre corps. Et j'aimerais vous demander à ce moment-là, en fonction de cette citation, quel est le désir que vous voulez voir prendre corps dans vos... Ah ben, ça dépend du mythe. Chaque mythe exprime un certain désir. Prenons le cas de Robinson Crusoe dans Vendredi. Alors, Robinson Crusoe, c'est d'abord la solitude. Une solitude qui est d'abord affreuse. Et c'est notre sort. La société occidentale sécrète la solitude, comme aucune société ne l'avait fait jusque-là. L'homme moderne est perdu dans la foule. D'ailleurs, vos héros sont en général des hommes seuls. Oui, mais surtout Robinson dans ses premières années dans l'île. Mais Gilles de Rais aussi, par exemple. Deuxièmement, Robinson, sa solitude est séduisante en même temps. Elle est horrible, elle est séduisante. Parce que pour nous, et ça c'est tout nouveau, il n'en était pas question il y a 50 ans, et encore moins du temps de Daniel Defoe, pour nous, Robinson Crusoe est un héros attirant, parce qu'il vit en plein air, dans une île du Pacifique. Dans un club méditerranéen. Dans un club méditerranéen. C'est tout le côté club méditerranéen, bain de soleil, bain de mer, pêche à la ligne. Profusion. Voilà, les vacances. De l'abondance. La notion de vacances est récente. Troisièmement, arrive Vendredi. Et vous avez le dialogue entre Robinson et Vendredi. Et Dieu sait si ça nous concerne. Et qui vient tout perturber, alors. Eh bien oui, mais comme le tiers-monde vient perturber le monde occidental. L'homme du tiers-monde est là, c'est Vendredi qui vient frapper à notre porte. Vendredi, c'est l'homme du tiers-monde. Absolument. Je pensais que c'était l'être écologique, moi, enfin l'homme écologique. Pas sûr. Robinson pas sûr. étant l'homme de l'abondance, de la planification, de l'ordre, etc. Et Vendredi fait tout sauter. Oui, mais ne croyez pas que les gens du tiers-monde soient très écologistes. Ça ne les concerne pas, n'est-ce pas? Je vais vous donner un exemple. J'étais il y a quelque temps au Sénégal, à Dakar. Bon, les Français ne sont pas très fiers du Concorde. Au point de vue écologique, c'est mauvais. Au point de vue économique, c'est absurde. Enfin, c'est une entreprise dont on ne se glorifie pas. Eh bien, vous ne pouvez pas savoir le prestige que j'avais en tant que Français au Sénégal parce que j'étais l'homme du Concorde en tant que Français. Aux yeux des Sénégalais. Aux yeux des Sénégalais. Car le Concorde se pose à Dakar, il faut le dire, n'est-ce pas? Le Concorde qui va en Amérique latine. Et quand la France veut jouer la carte prestige en Amérique, elle envoie encore le Concorde. Eh bien oui, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, le tiers-monde, l'écologie, c'est une idée du monde occidental et de pays industriels. En ce qui concerne Vendredi, j'ai failli ne pas pouvoir écrire ce roman. Car le sujet est extrêmement simple. Vous avez deux hommes, Robinson et Vendredi. Si vous lisez Daniel Defoe, il n'y en a que pour Robinson. Vendredi, c'est rien. C'est une bête. Il est stupide parce qu'il n'est pas anglais, parce qu'il n'est pas blanc, parce qu'il n'est pas chrétien, n'est-ce pas? Il n'a même pas droit à un nom humain. Alors, c'était évident qu'il y avait une œuvre à faire qui consistait à redonner sa place à Vendredi et en faire un personnage capital. Par mystère, personne ne l'avait fait avant moi, alors qu'on a écrit des centaines de... Il y en a un qui a failli le faire, et j'ai failli du fait de ne pas pouvoir écrire mon roman, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, dans Les Mille, dit « Émile n'aura qu'un livre dans sa bibliothèque, le Robinson Crusoe de Daniel Defoe. » Et alors, vous voyez le raisonnement de Rousseau, c'est que Robinson Crusoe, c'est lui le bon sauvage. C'est lui le bon sauvage. Qui est obligé, par les circonstances, d'être un bon sauvage. Ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas sa vocation, mais il ne peut pas faire autrement. Les circonstances ont fait de se débrouiller tout seul dans la nature. Et alors, il y a ceci qui est étonnant, Rousseau ajoute, mais Émile ne n'ira pas plus avant que l'arrivée de Vendredi, car à ce moment-là, tout est perdu. Il n'a pas compris que c'était Vendredi qui pouvait être le bon sauvage. Car avec Vendredi, c'est la société qui réapparaît et le rapport entre maître et esclave que Rousseau trouvait détestable. Mais Vendredi, dans votre roman, Vendredi va fuir. Il fuit l'île, tandis que Robinson, il reste. Eh bien, et quand il retrouve le petit mousse, à la fin, il lui donne aussi un nom qui n'est pas un nom d'homme, il l'appelle Jeudi. Et c'est sa manie. Est-ce que vous voulez, on ne peut pas se corriger de cette manie de toujours donner... C'est celle de Robinson ou la vôtre? C'est celle de Robinson, de donner des faux noms aux gens. D'ailleurs, c'était très répandu à l'époque. Parce qu'il y a quand même une phrase qui est un peu étonnante et un peu choquante dans Vendredi.
Il est question d'un sujet qui se dégrade en objet. Or, toute notre civilisation, malgré tout, est une civilisation qui exalte le sujet humain. Pour vous, enfin, c'est ce que Robinson, c'est ce que vous mettez dans la bouche de Robinson. Oui, mais moi je ne suis pas Robinson. Moi, je n'ai pas vécu 28 ans seul dans une île. Mais vous vivez et ça, vous faites allusion, alors là, à un phénomène que Gilles Deleuze a fort bien décrit dans la postface qu'il a mise à la fin de l'édition de poche de vendredi, où il dit ce qui est arrivé à Robinson, il a perdu la faculté de percevoir autrui. Sa solitude a tué chez lui la perception d'autrui. Et autrui, pour lui, c'est un objet. Alors que pour nous, ce n'est pas un objet. C'est un objet très particulier. Et pour vous, qui est autrui et qu'est-ce qu'il apporte dans votre vie? Oh ben, c'est capital. D'abord, écoutez, autrui, pour moi, par excellence, c'est le lecteur. Alors, je ne peux pas vivre sans lecteur. J'écris, je travaille pour les autres. Je ne pense qu'aux autres. Et mes livres, si mes livres n'étaient pas lus, je n'écrirais plus. Ça, je vous le garantis, je n'écris pas comme une abeille fait son miel. Je fabrique un objet manufacturé destiné à être mis en circulation et à satisfaire mon public. Qu'est-ce que vous attendez de votre lecteur? Simplement qu'il lise? Non. Ou qu'il réagisse? Et comment vous voulez qu'il réagisse? J'ai toujours pensé que le lecteur était un co-auteur du livre. Je lui donne la moitié d'un livre et je lui dis « fais l'autre moitié ». Et il le fait. Pour reprendre l'expression d'Umberto Eco, votre ouvrage est une œuvre ouverte. Alors. Absolument. Mais tous les ouvrages de fiction, les ouvrages les plus importants sont ceux qui dépassent le plus leur auteur du fait de la lecture. Bon, je vous parlais de Daniel Defoe. Daniel Defoe a écrit Robinson Crusoe. Croyez-vous que le malheureux était capable d'imaginer le quart du centième de ce que toutes les générations suivantes, à finir par moi, allaient tirer de son thème de Robinson Crusoe? Évidemment non. Et c'est ça, c'est l'apport des lecteurs, ça. De même, si vous prenez, c'est la définition du mythe. Tirso de Molina écrit une comédie qui s'appelle Le Trompeur de Séville, dans lequel il y a un personnage, parmi d'autres, qui s'appelle Don Juan. Il était à 100 000 lieues de se douter que les lecteurs futurs allaient voir dans ce personnage de Don Juan l'incarnation de l'érotisme. Un archétype du monde occidental. Un archétype dans lequel chacun se reconnaît ou projette ses conflits, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que Don Juan? C'est le conflit de l'érotisme et de la société. Don Juan est l'ennemi de la morale, de la religion, du mariage et même de la politique. C'est l'anarchiste, c'est l'anarchie érotique. Le pauvre Tirso de Molina était à 100 000 lieues d'imaginer ça. De même, Daniel Defoe était à 100 000 lieues d'imaginer ce que tout le monde allait tirer. Marx a écrit des pages sur Robinson Crusoe. Mais cet autre qui est la femme, vous dites quelque part dans une de vos œuvres, la femme qui est exilée du paradis, n'est-ce pas? Comment vous la voyez, la femme? Adam aussi. Oui. Bah, il y a une grande différence. Adam, dites-vous, n'a pas été... Enfin, c'est un des personnages du roman qui dit ça. Adam n'est pas exilé du paradis, il a été créé au paradis. Non. Si vous lisez la Bible, vous verrez qu'Adam a été créé dans la poussière. Ensuite, donc, dans le sable, dans le désert. Ensuite, Jéhovah a créé le paradis, il a mis Adam dans le paradis. Ouais. Et c'est alors qu'il a créé Ève. Autrement dit, Adam n'est pas né dans le paradis, Ève est née dans le paradis. Et quand ils ont été chassés tous les deux, ce n'était pas du tout la même chose. Adam ne faisait que regagner sa terre natale. Ève, elle était chassée de sa terre natale. C'est Abel Tifauge qui dit qu'il veut retrouver l'Adam archaïque. Oui. Porte femme, porte enfant. Je reviens donc à ma question. Quel est cet autre qu'est la femme pour vous? Alors, il y a des autres innombrables. Bon, je vous dirais d'abord que le plus grand nombre de mes lecteurs, et les meilleurs, ceux qui m'écrivent le plus, ce sont des femmes. Bon, alors, vous pouvez demander quelle est la place. Je fais les questions et les réponses. Merci. La place des héroïnes. Il n'y en a pas, ou à peu près pas. Vous trouvez? Mais... Ah, vous me stupéfiez, alors. Dans les rois mages, il y a... Alors, écoutez, les rois mages, il y en a. Ce n'est pas de ma faute si ce n'était pas des reines mages. Il se trouve que les grands mythes sont presque toujours des mythes masculins. J'y peux rien. De même, si vous prenez le petit dictionnaire Larousse à la partie des noms propres, vous verrez qu'il y a en moyenne un nom de femme pour 20 noms d'hommes. Ce n'est pas de ma faute. Il y a beaucoup plus de personnages féminins que cela dans mes romans. Dans Vendredi,
lisez le Daniel Defoe. Alors, il n'y a pas un roman qui soit plus dépourvu de femmes et d'érotisme que le Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Là, c'est vraiment le puritanisme le plus sec qu'on puisse imaginer. J'aurais pu faire de Vendredi une femme. Ça fichait tout par terre. Ce n'était plus du tout l'histoire de Daniel Defoe. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai introduit un élément féminin considérable. Speranza. L'île, mais oui. Mais oui, mais c'est un personnage mythique, ça aussi. Non, c'est la terre féminine, la terre est féminine. C'est un contact charnel qu'il y a entre Robinson et son île. Ils font l'amour ensemble et il y a des plantes qui poussent. Oui, mais c'est presque l'amour fait avec sa mère, n'est-ce pas? Parce qu'il retourne au sein de sa mère. Si vous voulez, pourquoi pas? La mère aussi est une femme, je vous signale. Bon, si vous prenez Les Météores, qui est un roman relativement peu mythologique, il y a une ribambelle de couple avec à chaque fois une femme qui surclasse l'homme correspondant. La vérité, c'est que j'ai une conception de la femme qui commence dès Vendredi, avec la description de la mère de Robinson Crusoe, qui est une apologie de la femme forte. C'est-à-dire, je balance par la fenêtre la mythologie qui nous vient du XIXe siècle, de la femme physiquement faible, pleurnicharde, peureuse, stupide, séduisante, mais qui a de l'instinct, vous vous rendez compte? Bon, passons. Ça, c'est pour racheter. Oui, pour racheter. Alors que dans tous mes romans, vous avez des femmes qui sont fortes. Et toutes mes femmes sont des femmes fortes. Ce ne sont pas des trembleuses, ce ne sont pas des lâches. Enfin, écoutez, vous avez vu le film Les Dents de la Mer? Non, je n'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Eh bien, c'est un film qui a été fabriqué selon les stéréotypes américains les plus classiques pour faire de l'argent. C'est un film vraiment commercial. Bon, qu'est-ce que vous voyez à peu près tous les quarts d'heure dans le film? Des jeunes gens et des jeunes filles qui jouent, gentiment, qui se baignent, qui s'amusent. Brusquement surgit le requin, le danger. Qu'est-ce qui se passe? Les garçons font face courageusement et les filles se roulent par terre en hurlant et en faisant des crises d'hystérie. Voilà le stéréotype de la femme tel qu'il nous vient du XIXe siècle. Eh bien, je regrette, mais je me suis trouvé, moi, pendant la guerre, dans des situations dangereuses. Je n'ai jamais remarqué que les femmes aient moins de sang-froid que les hommes. Souvent même, c'était le contraire. Oui. Seulement, évidemment, ça paraît antiféministe de dire ça. Est-ce que l'autre idéal pour vous, c'est quand même, ce ne serait pas le jumeau, ce jumeau qui est continuellement présent? Dès Vendredi, on trouve cette hantise du jumeau et qu'on retrouve un peu partout dans votre... J'ai été très hanté par la gémellité. En effet, il en est question dans Vendredi, il en est encore plus question dans Le Roi des Aunes, et puis j'ai voulu en finir avec Les Météores. Bon, ça a commencé, je devais avoir 10 ans, et j'avais dans ma classe 2 jumeaux, qui m'ont suivi 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai été obsédé par ce couple, des garçons qui étaient parfaitement normaux séparément, et puis quand on les réunissait, c'était monstrueux, parce que c'était le même. Et ils en jouaient, hein, ils en jouaient. Ils faisaient semblant de se faire prendre l'un pour l'autre, ils changeaient de vêtements, enfin ça n'arrêtait pas. Et c'était fascinant quand même, parce que vous aviez ce mélange de normal et de monstrueux qui est très fascinant. Car il n'y a rien de plus fascinant qu'un être parfaitement normal qui est en même temps un monstre. N'est-ce pas? Bon, alors, l'idée d'un autre, qui est moi, évidemment, m'a beaucoup hanté. Je n'ai pas de frère jumeau. Mais est-ce qu'il n'y a pas chez chacun de nous, justement, cette espèce de souhait caché ou occulté de trouver l'identique, de trouver l'autre, le double parfait? Je le crois. Je crois que dans le couple humain, vous avez toujours 2 composantes. L'idéal, c'est que ce soit le même que moi, l'autre, et l'autre idéal, c'est que ce soit le contraire de moi. Et il y a là un conflit, vous comprenez? On vous dit, quand vous voulez vous marier, par exemple, dans une société, oh, n'épouse pas ta mère, défendu. N'épouse pas ta sœur, défendu. N'épouse pas ta cousine, c'est pas bon. N'épouse pas une cousine éloignée, une cousine issue de germaine, c'est pas bon. Va chercher ta femme loin. Première chose. Va chercher autre. Deuxième chose, ah mais va pas trop loin, hein. Va pas épouser une femme noire si tu es blanc, une protestante si tu es catholique, une femme riche si tu es pauvre, une femme pauvre si tu es riche. Il faut rester entre soi, vous voyez? Alors ça, c'est la rétractation. Et dans tous les couples, vous avez toujours ce jeu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut que l'autre me ressemble ou qu'il soit différent? Vous voyez ce jeu. Donc, vous avez toujours une des composantes, c'est le frère jumeau, l'identique. Et d'ailleurs, si vous regardez les statistiques, j'ai beaucoup étudié les statistiques, vous verrez qu'il y a 5 fois plus de célibataires chez les jumeaux et les jumelles que chez les êtres, j'allais dire normaux, que chez les êtres singuliers. 5 fois plus.
C'est-à-dire que le couple étant formé au départ, ils n'ont pas besoin de former un autre couple. Mais à partir de là, on peut peut-être se demander justement quelle est cette recherche de l'autre, ce besoin de l'autre dans la solitude qui est la nôtre, et quelle est la place que joue dans ce contexte-là la sexualité, l'érotisme dont vous parliez tout à l'heure. Ah ben, vous savez, l'érotisme suppose l'autre tout de même. Toujours. Un érotisme solitaire, c'est difficile, c'est triste. Oui, quoique vous avez remarqué peut-être dans le séminaire qu'Ariès a fait sur la sexualité, on avait constaté qu'il y avait actuellement une tendance à l'auto-érotisme. Écoutez, je crois que c'est autre chose. On a constaté qu'il y avait des couples qui vivaient séparément, qui ne se réunissaient que pour faire l'amour. C'est-à-dire qu'ils avaient trouvé la solution, ça suppose évidemment toute une organisation, d'avoir sa part de solitude, une part de solitude énorme, et une part de couple quand on le veut. C'est-à-dire, ce n'est pas le couple soudé, ce n'est pas non plus la solitude. C'est ce que me disait un jour un ami qui était marié, qui avait des enfants. Il me dit, je suis très heureux avec ma femme et avec mes enfants. Mais enfin, de temps en temps, j'aimerais les mettre tous dans un placard et redevenir pour quelque temps un célibataire. Vous voyez? Ça, c'est évidemment un rêve. Beaucoup plus un rêve d'homme qu'un rêve de femme, je crois. Mais enfin, ça peut être aussi un rêve de femme. L'idée que de temps en temps, il y a une chose, par exemple, pourquoi les gens mariés n'instaurent-ils pas des vacances séparées? De temps en temps, chacun part de son côté, ou même peut-être un jour par semaine, chacun sort de son côté. Je ne sais pas, moi, c'est une idée que j'aimais. Je ne suis pas marié. Mais si j'étais marié, je crois que j'y penserais à ça. Je crois qu'il faut savoir introduire une bonne solitude, non seulement dans le couple, mais dans le groupe, dans la famille, par exemple. Une bonne dose de bonne solitude, pas une solitude volée et coupable, mais presque institutionnalisée. Je crois que ça ferait du bien. Michel Tournier, je vous remercie. Rappelons que Michel Tournier a écrit de nombreux ouvrages, dont Le Roi des Aunes, qui lui a mérité le prix Goncourt, Les Météores, Gaspard, Melchior et Balthazar, un roman étonnant sur l'épisode des rois mages qui plonge aux sources de la spiritualité occidentale. Gilles et Jeanne, un récit étrange autour de Gilles de Rais et Jeanne d'Arc. Le vent Paraclet, qui est une très belle autobiographie intellectuelle, et un magnifique livre illustré, Le Vagabond immobile, tous parus chez Gallimard.